His Excellency Monsieur Vincent de Geer, the European Ambassador to Mauritius, Madame Amanda Sirumaga, Resident Representative of the United Nations Development Programme, Chiefs of Cabinet, the Permanent Secretaries, Mrs. Natu and Mr. Birachi and Subadet of the Ministry of Environment, Excellencies of the diplomatic missions in Mauritius and representatives of the regional and international organizations on the island, distinguished permanent secretaries and executives of the civil service, CEOs, managing directors and representatives of the private sector and business Mauritius. A very special warm welcome to our partners and participants who are following us online or by live streaming and later even by Zoom. Representatives of the NGOs and civil society, as well as the scholars of the University of Mauritius. There will be many during these 2 days, acting as panelists for us and experts and distinguished representatives of the UNDP. Members of the print and online press, radios and national television, distinguished guests, all protocol observed. Good morning and a very warm welcome to you all. It is indeed a privilege and honor to act once again as your master of ceremony for this third consultative workshop in 3 years, whose aim is this time to define a roadmap for a plastic-free Mauritius over the next 2 days. Under the aegis of the Ministry of Environment and 2 weeks ahead of COP26 in Glasgow, this national dialogue aims also at rallying key stakeholders around a shared vision, that of combating plastic pollution in our country. Of course, coming into Le Codon today, you could not have missed the expo sale being prepared, showcasing available eco-friendly, biodegradable and recycled products alternatives made by our local manufacturers. This expo will be inaugurated after the official opening here of our workshop and also after the keynote speeches. During the next 2 days, a common format will be adopted. You will be invited to participate in 6 different panel discussions all around the problems raised by plastic pollution. And 6 chapters have been chosen: single-use plastic products, plastic bags, plastic pollution, marine litter and microplastics, polyethylene terephthalate, PET bottles as they are commonly called and known, recycling of plastic wastes, including LDPE, HDPE, and PP. The 6th panel discussion of the day 2 tomorrow is meant to gather the key elements for drafting a roadmap. The plenary session on day 2 will then define the way forward using the key policy recommendations of day 1 and of day 2. The panels will be led by experienced moderators and experts in each field. A generous portion of time will be devoted to questions and answers from you, the participants, and wrapped up into the recommendations. Our organizers have recommended a specific approach so as to obtain a meaningful contribution during the workshop, and they revolve around just these 3 basic questions. Where are we now? Where do we want to go? And how do we get there? Taking into consideration that in the past 2 years, some important promulgations have taken place in 2020 and in 2021 concerning plastic pollution. They targeted PET bottles, plastic bags, and the control of single-use plastic products. Distinguished guests, I believe I have now set the stage for these 2 days. Allow me to introduce our first speaker of the day. As the resident representatives for Mauritius and Seychelles, Ms. Amanda Sirumaga brings more than 20 years working experience in public policy, governance, and rule of law and poverty law. She began her UNDP career as Chief Rule of Law and Governance Team Leader in Khartoum, Sudan, and served as Team Leader Governance and Rule of Law and Deputy Country Director in South Sudan. Ms. Sirumaga, who served as Country Director of UNDP Kenya, has been appointed by UNDP Administrator Akim Steiner after the United Nations Development System, UNDS, reformed, revamped regional structural approaches to establish an impartial and independent resident coordinator who will function separately
from the resident representatives. As the resident representative, Ms. Serumaga leads UNDP to support the development priorities of the two islands under her tenure, Mauritius and Seychelles, including the development of the blue economy, adaptation to climate change, and renewable energy. I now have the honor to invite Ms. Amanda Serumaga, UNDP resident representatives, to the stand for her opening speech. Madame, please. The UNDP Country Office is pleased to partner with the Ministry of Environment, Solid Waste Management and Climate Change in undertaking this two-day workshop to achieve a plastic-free Mauritius. Plastic pollution has become one of the most pressing environmental issues. The fast increasing production of disposable plastic products overwhelms the world's ability to deal with them, with devastating effects across most islands, small island developing states, given their high vulnerabilities to destructions of nature. One way to address the situation is to reimagine waste in general as a resource and giving each waste as many lives as possible in the production cycle. Today's event will also see the launching of the report on private sector investment in circular economy. This report is a product of partnership between Business Mauritius and the UNDP, with the financial support of the government of Japan as part of its efforts to facilitate the socio-economic response and recovery from the COVID-19 pandemic in Mauritius, including opportunities for material recovery in the plastic sector. The discourse on management of waste has gained prominence within the context of vulnerabilities created by COVID-19 pandemic. While the pandemic has reduced the impact of greenhouse gas emissions, it has seen instead an increase in the use of plastics globally through the growing demand for face masks, personal protective equipment, and related purchases. As we begin to cope with the pandemic, it's critical to bear in mind the sustained threat of human action on the environment. Managing waste is one of the pertinent actions to implement urgently. For Mauritius to succeed in sustainably managing waste, there is need for concerted effort to make it a business of all state and non-state actors. Cognizant of the need for collective effort, UNDP and Business Mauritius have also been working collectively to undertake an assessment of the potential of the private sector investment in circular economy. Honourable Minister, the report that will be launched was a product of a highly consultative and validation process that concluded the private sector actors and senior representatives of government in ministries and departments. It provides one of the first attempts to estimate the main types and quantities of waste, including plastic, that can potentially be brought back into the production process and highlights the investment opportunities available to the private sector in the circular economy space. This report also presents a lot of interesting policy choices, providing evidence of significant benefits of investing in circular economy. For instance, the modeling exercise demonstrates that about 0.1% of GDP could be generated from converting plastics, 0.7% from organic waste, and 0.2% from tires, and 0.1% each from textile and glass, raising the scope of economic activity to 6 billion by 2030, with employment ranging from 6,000 to 9,000 during the same period. I wish to encourage participants of this workshop to engage in the next sessions where some of the findings of this report will be discussed in detail. We also invite you to download the report via a QR code provided to you in the interest of reducing the environmental impact of printing. Our partners at Business Mauritius are scheduling several technical engagements with government and private sector to interrogate results and recommendations of this report, with a view to supporting the government's effort to advance the circular economy agenda. Allow me to acknowledge Business Mauritius' strong partnership with UNDP and initiating the discussion, and in a special way, I'd like to also thank the government and the people of Japan for funding the process. To all experts in the government, private sector, UNDP, and academia, we appreciate all the effort you put in to inform this report. Ladies and gentlemen, I'm also pleased to announce today that Mauritius has been selected to receive a grant of $200,000 from the UNDP Small Grants Program Innovation Program on Plastics,
which aims to boost innovation solutions to plastic pollution. Of the 60+ countries having indicated interest in joining, Mauritius is amongst only 15 that have been selected. This innovative funding program is aligned with the UNDP Plastics offer and will promote elimination, innovation, circular solutions, and waste management. A call for proposals will be launched shortly. Ladies and gentlemen, in addition to the community approach to solving plastic pollution, the UNDP Country Office is also supporting the government of Mauritius in the Indian Ocean Regional Project funded by the Global Environment Facility, talking about implementing sustainable and low and non-chemical development, the project of INSITS, and the project is in development and will, if approved, support a comprehensive supply chain analysis for single-use plastic packaging, as well as plastic bags, and assist the ongoing empty plastic pesticide container recycling program. The drafting also of an integrated waste management legislative framework, including the draft bill for Mauritius, and the framework will also provide strategic direction and guidance towards solid waste management, including plastic. To conclude, Honourable Minister, I'd like to thank your Ministry of Environment, Solid Waste Management and Climate Change for setting up this platform to collectively and inclusively discuss the elaboration of a roadmap to achieve a plastic-free Mauritius. UNDP takes pride in the successful partnership with your ministry on key projects over the years, such as management of persistent organic pollutants, enhancement of resilience in the coastal zone, and most recently, the update of the national determined contributions in the context of COP26. Beyond the current projects on waste management, the UNDP Country Office remains ready to further support the government of Mauritius and the people in partnership with other stakeholders to mobilize resources for achieving the goals established in the roadmap for a plastic-free Mauritius. On this note, I wish you a fruitful workshop, and I thank you for your kind attention. Honorable Kélias Ramano, ministre de l'Environnement, de la Gestion des déchets solides et du changement climatique, Mesdames et Messieurs les membres du corps diplomatique et Madame la doyenne du corps diplomatique, Madame Amanda Seromaga, représentante résidente du Programme des Nations Unies pour le développement, Mesdames et Messieurs les représentants des autorités nationales et des ministères mauriciens, Monsieur Grégory Martin, représentant de l'antenne de la région Réunion, Mesdames et Messieurs les opérateurs économiques, les représentants de la société civile et des forces vives du pays, Mesdames et Messieurs les membres de la presse, distingués invités. C'est avec un grand plaisir qu'Imopé adresse Dot à l'occasion lancement sa atelier qui ministère environnement inorganisé pour disquite leur plastique. Et que le moment pas capable est plus approprié. La semaine dernière, nous l'attention, Tilor commune, code ban pays, qui disquite leur l'état de notre biodiversité et qui mésire nous bisimprendre au sauver. Question plastique, qui est bien sûr un topic principal de sa discussion-là. Dans 2 semaines, dans Glasgow, encore une fois, ban pays pour disquite leur l'état de nos planètes et que la nature. Moment là, bien propice pour disquite leurs problèmes qui plastique peut poser à Zordi et comment, ensemble, nous capables préparer un plan ou roadmap pour adresser ce problème-là. Permettez-moi de poursuivre en français. Je ne souhaite pas, mesdames et messieurs, de bon matin vous abreuver de chiffres, mais parfois les chiffres sont simples et parlent d'eux-mêmes. Et certains chiffres sont particulièrement inquiétants. 400 millions de tonnes de plastique sont produits annuellement, soit 25 fois plus de plastique produit aujourd'hui qu'il y a 60 ans. De ces 400 millions de tonnes, 75%, soit 300 millions, deviennent des déchets. Or, seuls 9% d'entre eux sont recyclés, 12% sont incinérés et la majeure partie, soit 79%, se retrouve au mieux dans les déchetteries, au pire dans la nature et dans la mer. 13 millions de tonnes de déchets en plastique sont déversés chaque année dans nos océans. À titre d'image, 13 millions de tonnes, c'est l'équivalent d'un camion poubelle qui se déverse chaque minute dans la mer. Ils seront 2 camions
en 2030 et 4 camions en 2050, si rien n'est fait pour stopper cette course folle, cette frénésie de production et de consommation de plastique à travers le monde. Sur cette base, d'ici 2040, environ 150 millions de tonnes de plastique se retrouveront dans les océans. Et l'on observe déjà aujourd'hui la création d'un nouveau continent, grand comme 3 fois la France, au beau milieu de l'océan Pacifique. Alors, me direz-vous, l'océan Pacifique, c'est loin. Ici, on est dans l'océan Indien. Mais, malheureusement, on observe en fait le même phénomène dans tous les océans. Au rythme actuel, nous aurons en poids plus de plastique que de poissons dans les océans en 2050. C'est un désastre. C'est un désastre pour la nature, bien sûr, c'est un désastre pour la planète, c'est un désastre pour l'humanité. De ces chiffres, on peut tirer 2 conclusions. L'une préoccupante et angoissante, l'autre potentiellement mobilisante et encourageante. La première est que la production frénétique et incontrôlée de plastique représente une menace croissante, voire existentielle pour chacun de nous. La deuxième, plus optimiste, c'est d'observer qu'il s'agit d'un phénomène assez récent et donc potentiellement réversible sans remettre trop en cause notre qualité de vie. Alors, partons du premier constat, si vous voulez bien, nous sommes, comme j'ai dit tout à l'heure, tous exposés et donc tous en danger quelque part. Tout d'abord, l'impact du plastique sur les écosystèmes terrestres et marins est énorme. Sur le plan émotionnel, outre les chiffres que j'évoquais tout à l'heure, nous avons tous à l'esprit ces images de tortues suffocantes et étouffées d'avoir ingurgité des sacs plastiques ou des poissons ou baleines pris au piège, entremêlés dans des filets abandonnés. Une baleine a ainsi été retrouvée morte sur les côtes thaïlandaises avec 80 sacs plastiques, soit 7 kg de plastique dans l'estomac. 1 million d'oiseaux et 135 000 mammifères marins meurent ainsi chaque année. Et nous, humains, nous ne sommes bien sûr pas épargnés. Selon les études scientifiques récentes, la présence de microplastiques a été aujourd'hui détectée dans plus de 600 espèces aquatiques, y compris crevettes et poissons que nous consommons. Avec ces polymères, nous avons des bonnes chances ou des malchances, si je puis dire, de très probablement développer des maladies et des cancers liés à cette ingestion. En outre, le plastique et sa mauvaise gestion sont à l'origine de multiples problèmes qui dérivent de ces pollutions générées. Qu'il s'agisse de risques d'incendie, comme ce fut le cas récemment aux Seychelles, à la décharge de Providence, avec des émanations toxiques de méthane et d'autres gaz dangereux. Mais cela peut aussi se traduire par une contribution aux inondations. Dans plusieurs pays, je pense notamment au pays où j'ai exercé mes fonctions avant de venir ici à Maurice, en Haïti, les déchets plastiques bloquent canalisation, évacuation et cours d'eau, favorisant d'énormes débordements et inondations avec son lot de conséquences parfois fatales. Et ces plastiques mettront, comme vous le savez, entre 450 et 1000 ans avant de se décomposer. Certains ne se décomposeront pas d'ailleurs, et ils se fragmenteront tout simplement en microplastiques. Sans oublier que certains de ces déchets plastiques servent souvent de réceptacle pour des moustiques, qui peuvent ainsi favoriser la diffusion d'épidémies telles que la malaria. Donc, premier constat, notre santé est directement menacée. Il faut agir, et il faut agir en urgence. Deuxième constat, cet envahissement planétaire du plastique est un phénomène relativement récent. La production de plastique était de 15 millions de tonnes en 1964. Elle est aujourd'hui de 400 millions, soit une augmentation de plus de 25 fois. Avons-nous vraiment besoin d'autant de plastique pour vivre? Quels sont les coûts environnementaux et en termes de santé de ces surproductions? N'y a-t-il pas d'alternative? Tous ceux présents ici, qui sont de ma génération, se souviendront certainement de notre enfance. Consommant des boissons, prioritairement de l'eau du robinet, comme on disait, ou alors dans des bouteilles en verre, et non dans des bouteilles en plastique, comme c'est le cas aujourd'hui. Or, ce n'est pourtant qu'en 1978 que Coca-Cola a remplacé sa bouteille en verre par une en plastique. Depuis, Coca-Cola produit, avec ses concurrents, je ne les cite pas ici, mais il y en a beaucoup, avec ses concurrents, 88 millions de bouteilles, selon les données fournies par l'entreprise elle-même. Certains, comme moi, se souviennent encore de nos parents, transportant les emplettes dans des paniers ou chariots à roulettes, et non dans des sacs plastiques. Les légumes, les charcuteries et le poisson qu'on achetait étaient emballés dans des papiers, et mousses en forme prédécoupée dans des barquettes en plastique, comme on les trouve aujourd'hui dans les rayons de nos supermarchés. Loin de moi,
sur un ton nostalgique de vouloir faire l'apologie du passé et du bon vieux temps. Mais puisque ces développements et utilisations et applications du plastique sont récentes, elles sont, comme je disais tout à l'heure, sans remettre fondamentalement en cause notre qualité de vie, elles sont soit réversibles, soit modifiables, dès lors, et ça c'est important, dès lors que la volonté du changement existe et s'impose. Autre élément, le rôle crucial du consommateur, car il est in fine l'un des maillons essentiels avec le pouvoir de choisir et donc d'influer. On l'observe ici à Maurice, en voyant par exemple les personnes utilisant les fameuses tentes en Bacoa au marché au lieu et place des sacs plastiques. Avec la réouverture des frontières, les touristes aujourd'hui s'interrogent eux aussi sur leur empreinte carbone et privilégieront peut-être une destination même lointaine où ils pourront retrouver une forme de compensation. Il s'agit de signes encourageants qu'il faut soutenir, mais face aux défis, il faut faire beaucoup plus et beaucoup plus vite. Alors, quelles mesures incitatives, quelles mesures coercitives, quelles mesures réglementaires ou quelles mesures innovantes privilégier? Vu l'ampleur du problème, il faut à l'évidence un panachage de toutes ces mesures. Premièrement, il faut un cadre légal et réglementaire approprié et concerté. À ce titre, Monsieur le Ministre, permettez-moi de vous féliciter sur l'adoption en 2020 de la loi sur les produits en plastique à usage unique. Comme en Europe, la loi, ici à Maurice, interdit désormais l'importation, la production, la possession, la vente, la distribution et l'utilisation d'un certain nombre de produits en plastique à usage unique, tels que paille, assiette ou gobelet. Et nous notons également, avec bonheur et intérêt, le renforcement des effectifs de la police de l'environnement qui doit permettre une application effective et sans réserve de cette nouvelle loi. J'ai moi-même, récemment, en promenade dans la forêt de Daruti, failli faire usage, Monsieur le Ministre, de votre numéro d'appel d'urgence pour signaler les contrevenants qui avaient, malgré les barrières, réussi à pénétrer en voiture au cœur de la forêt pour y pique-niquer en y laissant ensuite leur lot de déchets. Ceci m'amène à un autre point essentiel qui est la conscientisation de la population afin d'adapter et de changer les comportements et les habitudes de consommation. L'éducation et la sensibilisation sont dans ce sens cruciales. Le gouvernement, mais également la société civile, ont ici un rôle clé à jouer. L'Union européenne, à travers la Team Europe, est heureuse d'apporter sa contribution en soutenant, avec les Nations Unies, notamment le Programme des Nations Unies pour le développement, plusieurs initiatives portées par des ONG sur la sensibilisation environnementale. Avec mes collègues, nous étions récemment avec Reef Conservation et avec le ministère de l'Éducation dans plusieurs écoles pour soutenir des opérations d'information et de sensibilisation par le jeu, par la découverte et par la connaissance des enjeux climatiques et des mesures de protection de la biodiversité. Il ne faudrait cependant pas que ces initiatives s'arrêtent aux convertis ou aux initiés des quelques 180 écoles EcoSchool que vous avez dans le pays, mais que toutes les écoles du pays soient impliquées et mobilisées. Troisièmement, le rôle du secteur privé. Ce dernier a évidemment un rôle central à jouer d'ajustement, de marketing intelligent et de recherche et innovation pour la mise au point de solutions et de produits verts ainsi que d'emballages alternatifs. Or, il y a des volontés et de belles initiatives prises par certains opérateurs dans le tourisme comme dans la grande distribution que je tiens à féliciter ici. J'ai eu le privilège, avec la Team Europe encore une fois, de visiter récemment une chaîne de supermarchés qui produit son énergie avec des panneaux solaires sur le toit, compacte les emballages, composte les produits périmés, propose des achats de produits frais à la découpe et emballés dans un contenant fourni par le consommateur, met en place des unités de recyclage des déchets plastiques, mais aussi électroniques ou végétaux. Tout ceci est réalisé en partenariat avec des PME ou des ONG qui sont des recycleurs spécialisés et qui vont valoriser ces déchets. Tout ceci pour souligner que si la volonté existe, des solutions intelligentes sont possibles. L'État peut, par sa réglementation, par ses incitations fiscales adaptées, par un soutien à l'innovation, par l'information et par la sensibilisation, favoriser et orienter ces dynamiques, souvent créatrices d'activités et d'emplois verts. Il faut agir vite et de manière concertée et décisive. Et mesdames et messieurs, de la détermination, il en faut, car ce sera un processus, nous le savons, de longue haleine. En Europe, en dépit des investissements depuis des années dans le tri sélectif et la sensibilisation, à ce jour, seuls 12%
les matériels utilisés proviennent du recyclage. Ce qui implique, à l'inverse, un taux excessivement élevé d'extraction de matières premières qui a d'importantes conséquences négatives sur la biodiversité. Dans le contexte du pacte vert européen, il est donc essentiel de dissocier la croissance économique de l'utilisation des ressources et de passer à des systèmes circulaires de production et de consommation si nous voulons vraiment nous donner une chance de parvenir à la neutralité carbone à l'horizon de 2050. En mars 2020, la Commission européenne a présenté son nouveau plan d'action en faveur de l'économie circulaire, soulignant le rôle de celle-ci dans une relance verte post-crise du Covid-19. Ce plan prévoit en fait plus de 30 points d'action concernant la conception des produits durables, la circularité dans le processus de production et le principe de donner aux consommateurs comme aux acheteurs publics les moyens de choisir. Le pacte va au-delà du plastique et concerne également d'autres secteurs, tels que ceux du matériel électronique, et informatique, des batteries, des emballages, des textiles et de la construction des bâtiments, ainsi que des denrées alimentaires. À travers son pacte vert, l'Union européenne entend servir d'exemple et assumer ainsi son leadership mondial dans le domaine de l'environnement. Ce fut à nouveau le cas la semaine dernière à Kunming, lors de des réunions préparatoires pour la COP 15 sur la biodiversité prévue en avril de l'année prochaine. Les débats et discussions ont inévitablement abordé la question de la pollution plastique, qui est un problème global et mondial. Or, à ce jour, il est estimé que les efforts consentis par les pays ne pourraient réduire la décharge des déchets plastiques dans l'océan que de 7% d'ici à 2040. C'est la raison pour laquelle l'Union européenne considère qu'il est urgent et primordial d'avoir un accord global beaucoup plus ambitieux sur le plastique. C'est donc avec détermination que l'Union européenne appuie la résolution préparée par le Pérou et par le Rwanda et qui sera présentée à l'Assemblée environnementale des Nations Unies en février de l'année prochaine. À ce rendez-vous, l'Union européenne compte bien sûr, Monsieur le Ministre, comme dans 15 jours à Glasgow, sur l'appui et une voix forte de la part de Maurice. Basée sur plus de 40 années de partenariat, l'Union européenne reste en effet fermement engagée, Monsieur le Ministre, aux côtés de Maurice dans la préservation de l'environnement et dans la lutte contre la pollution plastique. Comme vous le savez, Monsieur le Ministre, c'est une des priorités de notre dialogue à haut niveau sur le changement climatique. Nous entendons bien concrétiser ce dialogue par des actions et des projets concrets de terrain, comme c'est le cas pour les activités de nettoyage de plage que nous organisons conjointement chaque année, mais aussi à travers des appuis précis, techniques et financiers, tels que le projet Reach to Reef sur la protection de la biodiversité dans les parcs nationaux, ou le programme Sustainable Island, où nous appuyons directement le secteur touristique mauricien et tous les opérateurs dans une approche verte et soutenable. Le tourisme devient, comme j'ai dit tout à l'heure, en effet, de plus en plus attentif à l'aspect environnemental et à son empreinte carbone. À ce titre, je salue aussi l'initiative de certains hôteliers qui utilisent désormais des bouteilles d'eau, comme c'est le cas ici pour cette conférence, des bouteilles d'eau en verre et des fontaines, et qui captent et recyclent les eaux de pluie. Je salue aussi, comme Team Europe, l'engagement et les interventions de nos États membres, notamment de la France, à travers le projet Exploit financé par la FDE et qui sera présenté au cours des ateliers dans les minutes à venir. Toujours dans cette approche Team Europe, permettez-moi de mentionner spécialement un programme, le programme COPIP, Clean Ocean Project Identification and Preparation, lancé conjointement par l'AFD, la Banque européenne d'investissement, et KfW, la Banque de développement allemande. Ce nouveau programme représente un financement de quelques 2 milliards d'euros, je dis bien 2 milliards d'euros, et a pour cible ce que nous venons d'évoquer et allons discuter durant ces 2 jours, à savoir le travail que les autorités nationales, que les organisations régionales, les ONG, les instituts de recherche, les entreprises du secteur privé engagent pour réduire drastiquement les rejets de plastique dans la nature et dans les océans. Monsieur le ministre, c'est donc un parfait timing et je le crois fermement une opportunité à ne pas manquer. Permettez-moi d'ajouter que je dis, comme c'est un fait à moi, say no to plastique, bien évidemment. Mot remercier les autres pour votre attention. C'est un grand plaisir pour moi d'être ici aujourd'hui pour le lancement de cet atelier consultatif très important qui contribue à l'élaboration d'un roadmap pour aller vers une île Maurice sans plastique dans un proche avenir. Pour atteindre cet objectif,
il est essentiel d'élaborer un roadmap avec des étapes importantes et un calendrier clair en consultation avec les principales parties prenantes. Permettez-moi tout d'abord d'exprimer mes plus vifs remerciements au Programme des Nations Unies pour le Développement, le PNUD, l'Union européenne, l'Agence française de développement, pour leur soutien et leur partenariat indéfectible en matière d'environnement, de développement durable et de lutte contre le changement climatique. Nous savons tous que le plastique est un matériel aux propriétés exceptionnelles. Il est peu coûteux et durable, apporte des avantages importants à la société, allant de la possibilité de transporter efficacement des marchandises à la réduction du gaspillage alimentaire en passant par la protection de la santé humaine lors des crises critiques telles que la récente pandémie de Covid-19. Cependant, lorsqu'il s'échappe de la chaîne de valeur, sa durabilité devient un handicap environnemental. À l'échelle mondiale, on s'attend à une hausse de 40% du niveau de production de plastique d'ici 2025. On estime qu'il y a environ, quelques chiffres encore de plus, on estime qu'il y a environ 5 milliards de macro et de micro-morceaux de plastique dans notre océan, pesant jusqu'à 269 000 tonnes, et plus d'1 million d'oiseaux marins et 100 000 animaux marins meurent chaque année de la pollution plastique. Mesdames et messieurs, la vulnérabilité du secteur agricole et de la pêche face au plastique pèsera lourd sur la santé de la génération future. Comme nous le savons tous, la pollution plastique est une menace qui a pris une importance internationale. Au fil des ans, la pression s'accentue pour la signature d'un traité mondial, tant au niveau de l'Europe qu'au niveau de l'Afrique. Mesdames et messieurs, localement, nous gérons environ 70 000 tonnes de déchets plastiques par an, ce qui est de l'ordre de 500 kg par personne sur une base annuelle. Ceux-ci proviennent principalement des emballages, sacs en plastique, bouteilles en plastique, boîtes d'emballage alimentaire. Malheureusement, la plupart de ces déchets finissent à la décharge de Barchicos et seulement 3 000 tonnes de ces déchets sont recyclés chaque année, localement ou par l'exportation. Trop souvent, on nous promet le recyclage face à la pollution plastique. Mais on doit quand même reconnaître que le recyclage du plastique n'est pas chose facile. Primo, le plastique a une valeur tellement basse que la collection devient trop souvent incertaine. Secondo, la plupart des plastiques ne sont pas faits pour être recyclés. La présence des additifs empêche le recyclage. Les cycles de recyclage pour les recycled polymers sont très courts, car cela requiert l'addition continue du virgin plastique. Mesdames et messieurs, nous sommes tous devenus pleinement conscients que l'approche largement linéaire de la façon dont le plastique entre et sort de nos vies pendant de si courtes périodes n'est pas durable. Cela ne peut être business as usual. Dans le programme gouvernemental 2020-2024, nous avons clairement indiqué notre engagement à adopter une politique de développement responsable et écologiquement durable. Et nous nous efforçons de faire de Maurice un pays sans plastique. Par ailleurs, à la suite des assises de l'environnement tenues en décembre 2019, où des enjeux environnementaux majeurs ont été soulevés par des acteurs tant publics que privés, mon ministère a pris quelques mesures réglementaires visant à répondre en partie aux problèmes de la pollution plastique à travers la prévention. Elles sont la promulgation d'une nouvelle recommandation sur les single-use plastiques, comme vient d'être mentionné, en juillet 2020,
pour l'interdiction des produits plastiques jetables, non biodégradables, couverts, pailles, assiettes, bois, etc. Promulgation du règlement sur la protection de l'environnement, interdiction des sacs plastiques en septembre 2020, règlement qui est plus strict que celui promulgué en 2015 et qui a interdit les sacs plastiques précédemment exemptés tels que les sacs plastiques roll-on, petits sacs en plastique de type poche couramment utilisés pour les dolles pourries, les confits de fruits, sacs en plastique transportés par les passagers, débarquant d'un avion ou d'un navire, et sacs en plastique fabriqués pour l'exportation. Les organisations publiques, privées, non gouvernementales, les jeunes et le public en général doivent être chaleureusement félicités pour leur soutien et leur adhésion totale à cette initiative. Mais nous reconnaissons quand même que quelques infractions subsistent. Depuis l'année dernière, il y a en effet eu un changement dans l'état d'esprit des consommateurs, des fabricants, ainsi que des commerçants, vers l'utilisation des sacs en plastique biodégradables et des sacs durables, respectueux de l'environnement. Mesdames et messieurs, beaucoup auront tendance à dire qu'il est difficile de trouver des alternatives au plastique. Les alternatives biodégradables aux produits plastiques à usage unique inondent le marché mauricien. C'est effectivement très encourageant. Tous les restaurants, aides de restauration et supermarchés ont une panoplie de produits biodégradables. Ceux-ci comprennent des sacs en jute, des sacs en tissu, des sacs ou des contenants à base de plantes, des couverts agitateurs, paille en bois et en papier, des assiettes en feuilles de palmier et de bananier, des bols et des plats à emporter. Le secteur local de la fabrication d'aliments s'efforce également de trouver des alternatives appropriées pour les contenants de produits laitiers tels que la crème glacée et le yaourt. Ce présent atelier, couplé à une expo-vente au Codan Waterfront, améliorera en effet davantage l'accès à plus d'alternatives aux produits en plastique et créera une meilleure connexion entre les fabricants, les importateurs et les autres parties prenantes. Mesdames et messieurs, les bouteilles PET à Maurice. La plupart d'entre elles sont générées par les industries des boissons et cela représente annuellement environ 130 millions de bouteilles en PET, juste pour le territoire mauricien. Sur les 130 millions de bouteilles en plastique, boissons non alcoolisées et eau, qui sont mises sur le marché mauricien chaque année, seulement 52 millions sont collectés et transformés en flocons avant l'exportation, soit seulement 40% sont récupérés, ce qui est trop faible, je dirais même dérisoire. Chaque minute, environ 150 bouteilles en plastique sont jetées dans les poubelles ou dans les rivières, des canaux, des drains ou des terrains vagues. Il s'agit d'un gaspillage d'une ressource précieuse qui pourrait réduire notre dépendance vis-à-vis des plastiques vierges à base de pétrole. Il en est aussi une cause de nuisance environnementale majeure, remplissant l'espace d'enfouissement limité de l'île Maurice beaucoup plus rapidement que prévu et aggravant leur présence dans les océans déjà chargés de millions de tonnes de déchets plastiques. Rappelons que le règlement sur la protection de l'environnement, les PET Regulations, ont été promulgués en 2001 pour gérer les bouteilles en PET post-consommation issues des industries locales de boissons. Cette filière industrielle était tenue de mettre en place des dispositifs de collecte maximale de bouteilles PET post-consommation à recycler. Des mesures fiscales ont été prises pour décourager l'utilisation des bouteilles en PET ou pour encourager le recyclage du PET, notamment un droit d'accise de 2 roupies plus la VAT par bouteille PET et un régime incitatif de 15 roupies par kilo de PET recyclé localement ou à l'export a même été accordé.
Malgré toutes ces mesures prises à ce jour pour augmenter le taux de collecte des bouteilles en PET usagées pour le recyclage, ce dernier stagne autour de 30 à 40%. Mais quand même, je dois dire que nous ressentons une réelle volonté du Bottlers Association d'augmenter sensiblement ce taux de ramassage ou encore d'augmenter le volume de bouteilles en verre rouge. Mon ministère travaille conjointement avec toutes les parties prenantes à l'élaboration d'une réglementation appropriée pour la gestion des bouteilles, des récipients en PET post-consommation, en introduisant les obligations du mécanisme de dépôt et de remboursement, les fameux Deposit Refund, et engagé par le concept de la responsabilité élargie des producteurs, la responsabilité des embouteilleurs. L'objectif global est d'atteindre un taux de collecte et de recyclage de plus de 80% dans les plus brefs délais, et aussi de réduire le niveau de pollution des bouteilles PET dans l'environnement. Nous devrions nous inspirer de ce qui a fonctionné ailleurs et pourquoi cela fonctionne. Le taux de recyclage des bouteilles en plastique dans les pays tels que l'Allemagne, la Norvège, la Suède, s'élève à plus de 90%. Tous ces pays ont mis en place des systèmes de consignes qui encouragent le retour des bouteilles en plastique au profit de l'environnement, en intégrant également le concept de Extended Producer Responsibility dans une législation appropriée. Cela s'est traduit par la création d'opportunités d'emploi pour ces pays. Accélérer la transition vers une économie circulaire, plus particulièrement pour les plastiques, est un objectif collectif que nous nous sommes fixés. Et le mécanisme de dépôt et de remboursement et l'EPR font partie de la solution pour y contribuer. Mesdames et messieurs, malgré les nombreuses initiatives prises par le biais des mesures politiques et des réglementations, l'élimination du plastique reste néanmoins un défi et une tâche complexe, compte tenu de l'étendue de son infiltration dans nos vies. La résistance au changement, l'utilisation abusive de produits illégaux, le faible taux de recyclage, les capacités institutionnelles sont quelques-uns des défis qui doivent être relevés. Premier défi, la résistance au changement. Le plastique est devenu la norme pour de nombreux produits utilisés dans notre vie quotidienne. Le marché local est inondé par une foule d'autres plastiques qui nécessitent notre attention et notre intervention urgente. Ceux-ci comprennent les emballages en plastique en général, pour les vêtements, des articles de fantaisie, des articles de papeterie, des épices, des vinaigrettes, des détergents ménagers et les récipients distributeurs de liquides de nettoyage, les bouteilles de shampoing, les sacs agricoles, les sachets de thé et encore les jouets en plastique. Bien que des alternatives soient disponibles, de nombreuses personnes préfèrent s'en tenir à leur ancienne habitude et résister à changer pour le mieux. Deuxième défi, l'utilisation abusive de produits illégaux. Lors des opérations de répression, il a également été observé qu'il y avait une utilisation abusive de quelques sacs plastiques exonérés, tels que ceux utilisés pour l'emballage ou ces sacs en plastique destinés à l'exploitation qui sont vendus sur le marché local. Le grand public est également dupé par de faux sacs en plastique biodégradables, achetés auprès de fabricants ou même des importateurs malhonnêtes. Des contenants illégaux à emporter en polystyrène sont également vendus au marché noir. Troisième défi à relever, le faible taux de recyclage. Les faibles taux de recyclage peuvent être attribués à plusieurs raisons. Je cite, les déchets plastiques contaminés et inadéquats, car il n'y a pas de séparation à la source, coûts de transport élevés, frais de cargaison élevés, mauvais approvisionnement en plastique propre et non contaminé,
faible demande qui limite les marchés pour les produits recyclables. Quatrième défi, les capacités institutionnelles et de recherche. Le Laboratoire national de l'environnement, le NEL, a été mandaté en vertu de la réglementation sur le plastique pour effectuer des tests sur les sacs et les conteneurs en plastique. L'analyse des plastiques reste un défi avec les nombreux polymères plastiques disponibles sur le marché. Les microplastiques, nanoplastiques restent un domaine peu étudié à Maurice, en raison des capacités techniques et de recherche insuffisantes. Mesdames et messieurs, la nécessité de développer un marché circulaire des plastiques ayant un impact économique, environnemental et social positif se fait fortement sentir. Le présent atelier nous offre l'opportunité de rassembler un large éventail d'intérêts et de perspectives divergentes pour faire le point sur les impacts de la législation récente qu'on vient de passer, identifier les défis liés à la réduction de notre utilisation de plastique et l'augmentation de nos taux de recyclage, et identifier les opportunités commerciales et les voies de création de nouveaux emplois verts. À travers les discussions thématiques qui sont proposées, à savoir les produits à usage unique, les sacs en plastique, les déchets marins microplastiques, les PET, les HPE, HDPE, les IP, nous souhaitons recueillir des opinions, des points de vue, des idées sur les moyens de stimuler la prévention et le recyclage des déchets plastiques. Nous nous attendons à ce que ceci soit à leur tour défini dans un roadmap. L'atelier devrait ainsi tracer les grandes étapes du roadmap qui nous conduira, et je l'espère bien, à la fin de ces deux journées de workshop. Limiter les déchets plastiques et le littering, et stimuler la demande de plastique recyclé, atteindre des niveaux élevés de collecte sélective des déchets plastiques d'ici 2025, augmenter et moderniser significativement notre capacité de recyclage, recycler d'ici 2025 la moitié des plastiques que nous produisons, définir un cadre réglementaire clair pour les plastiques aux propriétés biodégradables, veiller à ce que tous les emballages en plastique mis sur le marché soient réutilisables ou puissent être recyclés de manière rentable, mettre en place des mesures permettant de capter les microplastiques provenant des diverses sources, développer et utiliser des matériaux innovants et des matières premières alternatives pour le plastique produit localement. Ce roadmap devrait clairement définir les objectifs, les résultats et les actions nécessaires pour correspondre à notre ambition. Mesdames et messieurs, en conclusion, ces étapes progressives cohérentes vers la gestion du plastique et le contrôle de la pollution plastique motivent mon ministère à continuer à travailler pour réaliser la vision du gouvernement, et ce malgré le contexte difficile du Covid-19. Permettez-moi de réitérer mes remerciements les plus sincères à toutes les parties prenantes, y compris le secteur privé, le secteur manufacturier, les ONG, les organisations internationales telles que GF, Small Grants Programme, l'UNEP, l'UNDP. La collaboration de tous nous conduira à atteindre lentement mais sûrement notre objectif de faire de Maurice un pays sans plastique et ainsi de créer un pays plus sain et plus propre pour tous. Sur ces mots, mesdames et messieurs, je vous souhaite à tous des délibérations fructueuses et je vous remercie pour votre attention.